Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec, allez, 3 mots. Des droits de l'homme aux ressources humaines, des ressources humaines au social. Il y a une logique et cette logique, elle s'appelle Ramayad. Bonjour Ramayad. Bonjour. J'ai besoin de vivre, de payer mon loyer, payer mon électricité, voilà, et mes factures. Donc il me faut travailler. Après avoir été ministre, j'ai été nommée ambassadeur, puis j'ai démissionné pour continuer à pouvoir faire de la politique. Et là, je me suis dit, plutôt que de revenir à mon métier, c'est-à-dire administrateur du Sénat, eh bien, pourquoi pas aller tenter l'entreprise. Je ne viens que du public, je n'ai jamais travaillé de fait dans une entreprise, ce qui est une aberration quand on fait de la politique, évidemment. Et je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité de travailler en entreprise. Et dans un secteur qui est le mien, qui relève de ma formation, en fait, puisque j'ai été, en tant qu'administrateur du Sénat, spécialiste des questions de droit du travail, d'emploi et de la formation. Et donc, ça me permet comme ça d'approfondir ma compétence professionnelle, ma spécialisation. Et donc, voilà, j'ai rencontré des personnes formidables d'un cabinet de conseil en ressources humaines. Et puis je me suis engagée. Puis aux 35 heures, j'ai mes horaires et puis je vais honorer mes rendez-vous, enfin comme tout le monde. Et puis le soir, je fais de la politique, le week-end aussi, voilà. Quand j'étais administrateur du Sénat, je fabriquais la loi. C'est-à-dire toutes les lois qui arrivaient sur le droit du travail, ça pouvait être sur la formation, les 35 heures, l'emploi des jeunes. Et bien moi, pour le compte des sénateurs, j'examinais la loi, je faisais des amendements, j'auditionnais les syndicats et puis à la fin, je bâtissais un texte de loi. Et j'étais très contente parce que dans le Code du travail, il y a pas mal de pages que j'ai moi-même rédigées. Arrivé dans l'entreprise, je dois appliquer mes propres textes que j'ai fait adopter à l'époque. Et ça, c'est une révélation. Parce que je me dis, mais comment j'ai pu rédiger des textes de loi pareils? Parce que inapplicables. Alors qu'à l'époque, du Sénat, du Parlement, ça m'avait semblé formidable. Et aujourd'hui, c'est inapplicable. Et ça, je ne m'en remettrai jamais. Le décalage, le fossé entre le monde de l'entreprise quotidien, pratique, où on applique le droit, et le monde du Parlement, où on est beaucoup dans l'effet de manche, c'est-à-dire dans les messages politiques adressés à l'opinion, ce décalage, ça ne peut pas continuer. Parce qu'on empêche les entreprises de bien bosser. C'est très drôle parce que les gens ne vous croient pas que c'est vous. Et puis vous devez vous justifier et c'est limite si on vous demande, on ne fait pas un quiz quoi, pour savoir si vous êtes vraiment au bout du fil et que alors je leur explique que si, c'est moi. Ce qui n'est pas compliqué, mais qui est important pour un commercial, c'est de décrocher les rendez-vous avec les gens qu'il faut. Et en général, ils acceptent de me recevoir. Et donc j'ai conscience que ça aide dans le sens où décrocher l'entretien est un premier pas important. Mais attention, parce que moi je viens avec ma casquette entreprise, directrice commerciale d'une boîte. Et ce que je crains toujours, et ils le font, c'est de me voir comme un politique à qui rendre service en le recevant. Mais je ne veux pas de ce malentendu-là, parce qu'au fond, ils peuvent vous recevoir pour faire plaisir, puis après, il n'y a rien derrière. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait quelque chose derrière. Et là, moi, j'ai rien à offrir, il n'y a pas de service rendu, et on arrive sur notre compétence. Je ne suis pas là en tant que politique, et je ne veux même pas qu'on parle politique quand on se voit, il faut absolument qu'on parle du fond. Alors la question, c'est est-ce que c'est compatible les deux? Parce que j'ai de l'envie pour tellement de choses que je fais de la politique aujourd'hui et je fais aussi des RH. J'ai envie demain de continuer à ne pas toujours faire la même chose. Est-ce que c'est compatible? Déjà là, aujourd'hui, faire de la politique et en même temps travailler comme salarié dans le privé, c'est l'enfer. Enfin, je vous dis, c'est très dur. C'est-à-dire, on reproche aux politiques de vivre de la politique. Et c'est vrai que la plupart vivent de la politique. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent à côté dans la vie. Et puis quand on le fait comme je le fais aujourd'hui, je me dis, mais je peux pas tenir. Je le fais, mais mes journées, c'est des journées très longues. Mes nuits sont très courtes. L'énergie dépensée est constante. Il n'y a jamais de repos. Est-ce que je peux tenir comme ça pendant 10 ans? Je me connais, je connais mes limites. Je sais que je ne pourrais pas tenir comme ça pendant 10 ans. Donc, s'il faut choisir entre les deux, je choisirai la constance de l'engagement politique parce que j'ai pas fini. Le truc qui m'accroche, j'ai pas peur de recruter des sans diplômés. Le détail qui tue,
C'est le type qui, ou la fille, qui vous flatte inutilement. Parce que j'ai suffisamment de recul. Voilà, c'est la personne qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il pense de moi, c'est ce qu'il veut apporter. Et j'aime pas les flatteries. Ça ressemble à un entretien professionnel ou un passage chez le dentiste. Parce que quand, par exemple, le 10 décembre, je me rappelle toujours de la date, parce que c'est la journée des droits de l'homme, 2007, j'avais critiqué la venue de Kadhafi en France. Après y avoir été, en plus, le président m'a convoqué. Donc j'étais convoquée chez le patron, donc à l'Élysée. Alors pourquoi? Pour l'entretien préalable de licenciement, pour le moment, enfin je ne sais pas, je ne savais pas. De toute façon, je savais que ça allait se passer mal. Il avait réuni tous ses collaborateurs avant pour traiter de mon cas, donc je les ai vus tous sortir en attendant que j'étais dans la salle d'attente. Ils me regardaient tous de biais, ou ils évitaient de me regarder. Puis ensuite, j'ai été priée de rejoindre le bureau présidentiel. Et c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit de bon, c'est vraiment l'entretien préalable de licenciement. Je vais être virée. Et en plus, j'ai pas droit à un syndicaliste avec moi, puisque j'étais toute seule. Et donc, voilà, c'était fini. Mais en même temps, j'assumais. Je savais que j'assumais, sinon, j'aurais pas fait ça. Donc, on me passe en savon, oui. De pas les écouter. Ah ouais? Ah, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Mais parce que en fait, j'ai une excuse. C'est pas que je suis butée, entêtée, c'est que c'est ma gueule qui est sur l'affiche. C'est pas la leur. Donc c'est moi qui assume, y compris leurs erreurs. D'être courageuse, d'aller au front. Le défaut que je n'ai pas, égoïste. J'aimerais être retors. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne le suis pas. Retors dans le sens où, vous savez, il y a des gens, ils ont une espèce de... Quand ils sont face au mal, ils sont capables d'en donner aussi. Moi, je pense que j'en suis pas capable. Et parce que, voilà, je crois que j'ai été élevée, c'est pas mon mérite personnel. J'ai été élevée, on m'a dit, il y a le bien, il y a le mal. Et je continue à avoir cette référence. Donc, mais c'est un défaut. Vous êtes obligé de louvoyer. Au lieu de ouais, taper, dans un monde comme celui où nous sommes, qui est sans pitié, qui est dur, où même des défauts deviennent des qualités, comme la perversité, comme vous savez, les types qui sont agressifs, et ben, je ne suis pas comme ça. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, ça peut être vu comme un défaut. En politique, oui, sans doute. Ouais, en politique, je pense que c'est un... En fait, non, je ne trouve pas que c'est un défaut. Je trouve qu'il faudrait qu'eux, ils changent et qu'ils soient un petit peu moins agressifs, un peu moins rentre-dedans. Un peu de gentillesse, bordel.